opté pour... Ah bon, on est en roue libre, ça va. Ça nous donne la vraie vie, hein. On n'est pas aux affaires, on est comme dans la vraie vie, comme on s'est dit. Oui. D'accord, mais ça va, ça. Justement, que les gens faut nous oublier, l'idée c'est d'être cool. vrai. Ouais. Ça te dérange si je prends une cigarette? Ah, pas du tout, non. Ça dérange personne? Non, Non, c'est que Tu vas la prendre comme ça? Comment? Tu vas filmer toi? Pas forcément. Ah, il y a peut-être les attention, il y a des risques d'incendie dans le coin. Ah. En fait, tu peux le faire ponctuellement, tu vois, des petites prises comme ça, juste... Je n'avais pas prévu. Balance, de la balance. Et tu sais... C'était le seul qu'il fallait. On va pas filmer quand on filme. Balance à son encapsuleur. Ah, voilà. C'est rassurant. Déjà, ça introduit une rectification du signe solaire. Voilà. Et ta planète dominante, c'est... La Lune. Ah, voilà, je m'en doutais un peu. Ça veut dire quoi, ça, la Lune, en planète dominante? Ah ben ça, Rami connaît vraiment l'astrologie conditionnaliste. C'est quoi la Lune? On en a déjà parlé. C'est en astrologie conditionnaliste. En astrologie traditionnelle, ou pas traditionnelle, en astropsychologie, on a beaucoup rattaché la Lune à la mer. La mer... M-E-R-E. Oui, pas la mer qu'on va danser. Non, la mer elle-même, c'est... Et l'enfant. En conditionnaliste, on leur attache au pouvoir intensif. Ça veut dire quoi, le pouvoir intensif? Eh bien, ça veut dire que si un enfant pleure, tu cours. Voilà. Le pouvoir intensif, parce que la Lune, à elle seule, en tant que satellite de la Terre, concentre la représentation, l'existence et la transcendance. Elle a donc tous les pouvoirs. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont des lunes fortes. On a expliqué ça par le sens démocratique des lunaires. Nous, on l'explique par le pouvoir intensif. Le fait au fond, rien ne vaut d'être au pouvoir à la tête du gouvernement, le fait d'être parmi les puissants pour satisfaire ses caprices d'enfants. C'est ça. Hein? Ils jouent à la mer, mais en fait, ils sont maternels envers les électeurs, mais en général, ça leur permet de satisfaire pas mal de caprices en vie privée. Donc c'est ça, en fait. Hein? C'est ça, Rami. Est-ce que ça vient de venir? Et aussi, le pouvoir intensif, c'est aussi un pouvoir comment dire, d'autonomie, d'homogénéité, on est soi-même. Et puis voilà. Le chien, on va voir sans doute on voit dès qu'on a quelque chose. Ah oui, moi je suis là. Yann, tu ne veux pas présenter les gens qui sont avec nous? Déjà hier, peut-être votre épouse? Non, je ne sais pas. Ah ben oui. Tu te Je vous présentes? présente d'abord mon épouse. Yann ici... Qui connaît bien l'astrologie, bien entendu. Hein, et qui est un peu, comment dire, avec Christiane Marquis, qui est un peu l'organisatrice de la réception. Parce que moi, tout seul, je suis incapable. Tout seul, je ne suis pas capable de m'occuper des choses matérielles comme ça. Donc on est sur l'est de Marseille. Ouais. Elle a formé beaucoup de conditionnalistes à Marseille. J'ai pris la retraite. Oui, ben, on peut tous ralentir le recrutement. Alain Guédon, un Des anciens. première génération. Et donc, ça veut dire quoi de la première génération? Ça doit être bien de faire à peu près... Ah oui, les années 70. 70. Moi j'ai commencé en 73. Oui, à l'époque, j'avais fait un cours par correspondance, et mon cours par correspondance, eh bien, il reste à l'air. Voilà, et puis L'élève Philippe. défectible, l'élève est devenu maître aussi en la Bien qu'on matière, te puisqu'il a présente. écrit son propre cours de correspondance après.
Ça fait quand même... Et il a un livre qui est malheureusement, les livres conditionnalistes, les éditeurs n'y courent pas tellement après. Pourquoi? Parce qu'on estime que ça n'est pas vendeur. C'est pas des trucs qui se vendent facilement. Ou que du moins qui s'achètent. Vous devez la connaître, c'est une pythoniste qui a le don de double bévue. Pas de nom. Elle est très connue en tout cas, c'est une grande astrologue française comme on dit. Voilà. Pythoniste, don de double bévue. Surtout, vu les derniers événements. Vous voulez parler de l'affaire DSK, c'est ça, des prévisions de... On va y aller d'Elisabeth Tessier sur... Qui c'est ça? Et voilà Philippe. Génération deuxième, oui. Deuxième couvée d'astrologique. Oui. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc la deuxième couvée, elle date de quand? Alors c'est lorsque 79. on a eu la chance de tenter une revue d'astrologie qui s'appelait Astrologique et dans 76, laquelle 19, on essayait évidemment de parler autrement de l'astrologie. Et dans l'astrologie, il y a François Hardy qui a collaboré. Autrement dit, c'est une revue qui changeait complètement les styles des revues, des magazines d'astrologie. Alors, Philippe a été, je pense, c'est de là, ça remonte à ça. 79. Le stage, je sais pas si c'est pas le même stage qu'Alain. C'est pas Oui, astrologie. le premier stage en 79 à Santeuil, oui. Santeuil. Mais tu venais quand même d'astrologie, tu as lu le premier. Oui, Voilà. Non, Tiens, c'est une astrologie qu'on ne connaît pas. Mais c'était quoi qui vous a attiré justement Philippe? Quand on dit c'est une astrologie qu'on ne connaît pas, ça veut dire quoi? Simplement. Ça veut dire que c'était une astrologie qui répondait quand même à un souci de logique et de rationalité quelque part, et non pas simplement à des réponses toutes faites qui auraient pu être, comme on dit, magico-symboliques ou autres. Donc ça satisfaisait en tout cas mon souci de logique et de rationalité qui est... Donc on peut dire comme ça, je vais me permettre pour un petit peu, oui, bien sûr. Je me permets de dire des choses un petit peu vulgarisantes. On peut dire en fait que l'astrologie conditionnaliste que vous avez rencontrée à cette époque-là n'a rien à voir avec une astrologie, on va dire un peu de prédiction, de Madame Irma. C'est ça qu'on rencontre quand même la plupart du temps, aussi bien dans les journaux que dans les cabinets de ville, des consultants ou non, c'est ça? Exactement. Et en plus, personnellement, ça satisfaisait. Moi, j'aime bien écrire, j'écris assez fréquemment. Et ça, on ne peut pas écrire sans avoir une structure logique, sans avoir quelque chose derrière. Ce qui me paraît évident, c'est que l'astrologie conditionnaliste permet justement, par sa dimension tout à fait particulière, qui est une approche plus rationnelle que les autres, de permettre l'écriture, sans rentrer dans le délire. La preuve, c'est que souvent, quand on écrit des choses, même sans se consulter, même si on n'a pas le même vocabulaire, il reste qu'il y a un substrat qui est tout à fait identique. D'accord. Donc vous ne reconnaissez pas, vous, Jean-Pierre, on va le dire, vous ne reconnaissez pas dans ces mouvements où on voit ces astrologues un peu partout, qui en 2-3 ans, que les gens viennent voir et qui vont répondre à des questions, est-ce que vous tombez amoureux cette année ou, On a remis beaucoup de choses en question, mais on se reconnaît dans l'astrologie de Kepler. Voilà, ça c'est au fond, on dit l'astrologie, on nous présente un peu, on me présente comme le père de l'astrologie conditionnaliste, et le père c'est le premier, c'est Ptolémée, qui est le premier à dire il ne faut pas oublier les conditionnements terrestre. Il n'a pas dit le mot conditionnement, bien sûr, mais il dit le cheval, la semence du cheval engendre le cheval. Les choses varient selon les mœurs, selon l'âge, et Kepler, après, les astronomes de l'époque, et quelle époque on parle là, parce que... tout le début, le premier siècle après Jésus-Christ, quoi. Ptolémée, c'est dans les années 120 après Jésus-Christ, un truc comme ça. Il serait né vers 90 après Jésus-Christ. Il a écrit les premiers c'est un grand astronome, mais c'est aussi celui qui a écrit la tétrabible.
c'est-à-dire le premier livre d'astrologie où il a condensé tout ce qu'on savait à l'époque sur l'astrologie. Et il a bien mis en garde qu'il fallait ne pas faire de pronostics sans tenir compte du contexte, quoi. Et alors, on le reproche, l'anti-astrologie le reproche aux astrologues en disant que, comment dire, le contexte a bon dos, par exemple. Et même, il y a certains auteurs qui disent que à ce moment-là, il n'y a plus d'astrologie. C'est faux. Kepler, qui a été mis en valeur surtout par un historien des sciences, Gérard Simon, qui a écrit un livre admirable qui s'appelle Kepler, astronome, astrologue, aux éditions Gallimard. Kepler, Gérard Simon dit bien que Kepler explique qu'il faut éliminer le conditionnement social, le conditionnement religieux, pour retrouver ce qu'il y a de vrai dans le conditionnement astrologique. C'est un conditionnement, parmi d'autres, non seulement parmi, il a quand même son plan probablement il est plus proche de la biologie. À mon avis, il est très proche de la biologie. Le conditionnement astrologique. Oui, il est très proche de la biologie. C'est pour ça que Kepler s'intéressait beaucoup aussi au thème, ce qu'on appelle l'hérédité astrale, c'est-à-dire les configurations qui se répètent dans une famille. Ça existe, ça? Ça existe, oui, ça en général, on a des... Mais c'est toujours pareil, il faudrait des moyens énormes pour vérifier tout ça. On pourra en reparler, mais il faut des moyens énormes sur des panels, aller comparer les thèmes de différentes familles. Oui, c'est ça, il faut des moyens, mais on n'a pas les moyens financiers. Moi, je jure devant les jeux du loto que si je gagne au loto, j'investirai beaucoup pour la défense et la recherche en astrologie, pourvu qu'ils m'entendent. C'est facile. Oui, et bien voilà, on est surtout une astrologie qui continue Kepler, lequel a repris il les a pas repris entièrement, il a repris l'idée que de toute façon l'astrologie n'est pas surdéterministe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir avec l'astrologie clairement et définitivement l'avenir. Non, bien sûr que non. Alors, bien sûr que non. Et nous, on est allé beaucoup plus loin. On dit, on fait de son thème ce qu'on peut en faire, ce qu'on est capable d'en faire. C'est pas pareil. C'est une prédisposition. Oui, et même une carte, disons voilà, vaut-il mieux prendre ce chemin que celui-là? L'astrologue honnête est un conseilleur. Et ça, c'est certains historiens de la science le signalent. Lorsqu'on veut caricaturer l'astrologie, ou bien on est un astrologue surdéterministe, ou on est un anti-astrologue qui ne veut voir dans l'astrologie que la surdétermination des astrologues fatalistes. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la surdétermination, parce que pour le grand public, ça ne veut pas dire quelque chose. Vous voyez, ça veut dire... je veux dire que c'est le déterminisme exagéré, quoi. Alors, quand on fait du symbole, si ça ne marche pas, étant donné le symbole, si ça ne marche pas à tel niveau, c'est que ça marche à un autre, quoi. Donc ça veut dire que, de toute façon, on a raison, ça veut dire. Ça veut dire qu'on va déterminer l'avenir de l'homme à travers une lecture complètement arbitraire, c'est ça, de l'astrologue en question qui va dire il va vous arriver ci ou ça. C'est ça le déterminisme. Ce qui est arbitraire, surtout, c'est de dire que l'astrologie est fataliste. Ça, c'est arbitraire. Et ça n'est même pas dans les racines de l'astrologie. C'est-à-dire, ça n'est pas ce qui est écrit chez Ptolémée, c'est pas ce qui est écrit chez Kepler, surtout. Il n'y a pas de fatalité. Kepler a laissé là-dessus des choses très précises. Il a dit, il a lui-même expliqué son cas. Il a dit, je suis Capricorne, mais il croyait, mais il y a aussi que ma mère ceci, que j'ai été dans mes études, aidé dans mes études et tout ça. Alors, il est évident que si l'on fait passer l'astrologie sous l'angle du conditionnement, on perd son chapeau pointu, on perd beaucoup de son chapeau pointu. Ceci dit, ils utilisent quand même les données traditionnelles qu'ils ont mariées avec beaucoup de symbolisme de psychologie, beaucoup de symbolisme, de psychanalyse, beaucoup de psychanalyse. Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, mais en général, on peut les diviser en deux. Il y a ceux qui sont
symbolistes anti-signal, et, il y a ceux, et nous on est signal, mais on n'est pas anti-symboliste. Parce que le symbole peut cacher un signal intéressant. Et Kepler avait raisonné dans le même esprit, c'est-à-dire il a refusé les signes du zodiaque parce qu'il ne pouvait pas les expliquer. C'est-à-dire qu'en condition libre, on a trouvé une clé d'explication du zodiaque. C'est-à-dire que Kepler n'aurait jamais dit, comme j'ai pu entendre, j'aime pas les poissons. Hein? C'est-à-dire que Kepler n'aurait jamais pu dire, comme j'ai pu entendre, ah vous êtes poisson, mon Dieu, quelle horreur. Ben, il ne croyait pas aux signes. Il ne croyait pas aux signes parce que pour lui, tout ce qui ne s'explique pas par l'astronomie n'est pas valable. Alors qu'actuellement, il y a des astrologues qui utilisent des points où il n'y a pas de planète, par exemple, des points vides. Là, les conditionnalistes, lorsqu'on dénonce cette façon de voir, on passe pour des sectaires. On est sectaires parce qu'on ne parle pas comme tout le monde. Moi, j'ai été taxé de scientiste, c'est tout dire. Hein? Oui. Donc en fait, on ne vous aime pas trop, quoi. Non, on n'est pas tellement. Mais enfin, on a des soutiens. Celui que vous connaissez le plus, c'est François Hardy. J'ai quand même eu la chance de rencontrer des amis que vous avez ici, qui sont des gens très, très fidèles et dévoués, et puis qui ont approfondi les choses. Ils ne sont pas tous ici. Hein. Et comment dire. On a les fesses entre ah, puis tiens, je n'ai pas présenté Sébastien. On a la relève. Alors ça, c'est la relève. Sébastien, hein. Je disais qu'on a les fesses entre deux chaises parce que d'un côté, on critique l'astrologie traditionnelle et symbolique. D'un autre côté aussi, on n'est pas du tout reconnu les sciences de la nature officielles. C'est pas évident comme positionnement. Vous êtes jeune, vous? Oui, pour le moment. Ça ne saurait durer. Voilà. Et comment vous vous êtes intéressé justement à l'astrologie conditionnaliste? Au début, je me moquais de quelqu'un qui faisait ça, qu'on connaissait comme ça en tant qu'ami. Et puis au fur et à mesure, en voyant son travail, qu'il avait la tête bien sur les épaules, après on commence d'expérimenter, on fait un thème, deux thèmes, puis après des centaines, et on commence à quand même qu'il y a des règles. Et puis au fur et à mesure, on comprend la logique. Et avec les outils que Jean-Pierre a développés, c'est vrai que ça clarifie quand même bien les choses, ça a bien dépoussiéré. Et qu'est-ce que vous a apporté justement de pouvoir rentrer dans cette astrologie savante, hein, on va l'appeler comme ça, puisqu'elle n'est pas scientifique, puisqu'elle n'a pas de reconnaissance scientifique, on va l'appeler savante. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'être humain, de pouvoir... De faire des passerelles entre les différents champs du savoir. Le conseil aussi, mais ça c'est pas forcément la priorité, parce que moi c'est pas mon métier, enfin, je fais pas de consultation, tout ça. Mais c'est-à-dire le conseil, c'est quoi? Parce que comment on intervient? Le conseil, c'est la passerelle, et puis le mot est bien choisi, puisqu'en fait on décale en fonction des gens. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le travail qu'on peut faire avec la ça m'a apporté énormément de choses. Quoi par exemple? La connaissance de soi, parce que c'est une palette de travail différente d'un travail psychologique traditionnel tel qu'on le connaît, etc. Comprendre les fonctionnements de chacun, de se dire c'est normal que telle personne va être assez speed. Par exemple, un enfant, certains vont être qualifiés d'hyperactifs, on va leur donner déjà des médicaments, et ben non, il a Mars hyper dominant en bélier, et forcément il sera toujours très actif, quoi. Il n'y a pas besoin, après il va lui-même, à force de se prendre des murs, commencer à un petit peu c'est un peu l'acceptation de sa différence, c'est ça, c'est ça, quelque part. C'est ça, on va regarder tout ce qui peut être notre différence et à travers ça, de se dire on ne peut pas le changer, mais on va l'accepter, en faire quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de doctrine, quoi. Moi, je suis arrivé, mon maître m'a emmené ici, il n'y a pas de... Voilà, quoi, on a regardé mon thème, je pense qu'ils ont tous vu ce qu'ils voulaient voir, ce qu'ils devaient voir. Et puis les choses se sont faites par mon propre travail aussi, parce que on donne des pistes, comme le disait Jean-Pierre, c'est le bon mot je pense, on conseille, on donne des passerelles, et puis les choses se font, et ça se fait bien. Voilà.
Et quelle partie, quelle importance ça a dans votre vie? Parce que vous avez tous des situations, c'est ça, non? Comment ça se passe? Par exemple, vous? Oui. Oui, disons que moi je travaille dans l'édition. Ça prend une part variable selon les moments, soit ça va être s'investir un peu dans la réalisation de figures ou de la mise en page, des choses comme ça, ou d'études de cas, ou d'aller étudier d'autres livres, parce que justement les passerelles elles se font entre l'astronomie, entre les horloges biologiques, tout ce qui est rythme que chacun connaît, puis même des choses sans forcément justement que ça soit inaccessible, tout simplement étudier sur l'année la succession des variations jour-nuit en importance, ces cycles-là, tout ça. Qui ont une influence sur nous de toute façon. Oui, ouais, déjà. Et puis après, tout simplement, voilà, sans forcément être bac plus 4 ou plus, bac plus 15, comme disait une célèbre. Moi j'ai un BPC. Et tout simplement, comment est organisé le système solaire, c'est déjà sur un plan, c'est quasiment un plan comme ça, avec les différentes orbites, tout ça. Ça serait un savoir qui devrait déjà être commun. Un minimum, un petit socle commun qui est vraiment une approche de qu'est-ce que c'est que la nature étendue au système solaire. Qui est une poche par rapport à la dimension. Une phrase que j'aime bien, c'est un peu le chien d'aveugle en fait. Il ne sert pas tout le temps, mais il est là pour. Oui, voilà. Donc ça, voilà, c'est une bonne canne, une bonne quille, un bon gouvernail. Et voilà, c'est efficace, quoi. Et aujourd'hui, Jean-Pierre, on est là pourquoi? C'est quoi la réunion?